Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Troisième podcast d'une série de 7 sur l'éloge des vertus avec Denis Brinet. Aujourd'hui, la mystique. Bienvenue à tous et toutes pour cette troisième rencontre sur éloge des vertus. La troisième, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là depuis le début, ils le savent. Pour les autres. Et le thème de ce soir, c'est la mystique. L'éloge des vertus, la mystique. Ça peut paraître quand même assez bizarre de considérer, ou qu'on puisse considérer la mystique comme une vertu, surtout aujourd'hui. Alors on va avoir peut-être l'occasion de voir en quoi est-ce que la mystique est une vertu. Mais je voudrais au départ faire encore une fois une petite introduction pour resituer la définition que nous faisons de la vertu. Et peut-être ajouter un point supplémentaire à ce que j'ai déjà défini dans les activités précédentes. Nous avons défini la vertu comme toute chose qui permet à une autre chose ou un sujet d'arriver à son essence. Autrement dit, tout ce qui peut permettre à une chose de s'épanouir essentiellement. Qu'est-ce que ça veut dire s'épanouir essentiellement? Ça veut dire s'épanouir totalement. En imaginant que des qualités intrinsèques à la dite chose, mettons un nombre X, en supposant qu'on ait pu les définir, que ces qualités puissent se manifester pleinement, chacune en elle-même, en relation chacune avec les autres de ces qualités essentielles et globalement. Autrement dit, tout cela se rapporte à l'être de la chose, l'essence de la chose, l'identité de la chose. Et si vous avez vu le programme, c'est la quatrième vertu qui va nous intéresser d'ici quelques jours. J'ai présenté la dernière fois un dessin fronton d'un temple, devant d'un temple, la façade d'un temple, avec 4 colonnes, et puis la partie supérieure en forme triangulaire, la partie supérieure représentant des vertus plus essentielles encore, plus spirituelles, de nature plus métaphysique si on veut, et que ce toit doit être supporté par 4 colonnes qui sont des vertus plus morales, s'élevant petit à petit vers leur propre éthique, vers leur propre essence spécifique. Et ces 4-là doivent se développer d'une façon égale pour que le temple ne s'écroule pas, et surtout pour que le toit puisse s'appuyer. C'est mieux d'avoir un toit qui s'appuie sur des murs que d'avoir un toit qui s'appuie sur le sol. Exemple, le plafond, ici, s'il s'appuyait sur le sol, on aurait quelques difficultés à s'y trouver dans cette salle. On serait peut-être un peu écrasé. Donc il nous faut un sol, il nous faut des murs et il nous faut un plafond. Pour le temple, c'est un peu plus harmonieux d'un point de vue de l'architecture, mais ça répond à ça. Générosité, une des colonnes. La deuxième colonne, je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce que c'est. La pureté, c'est ça. La troisième, c'est celle que nous allons rencontrer aujourd'hui. Et la dernière, identité. La quatrième, identité. Même si l'on dit effectivement qu'elles sont toutes égales, parce que c'est une vision globale qu'il faut avoir, l'identité apparaît un peu comme la lumière de ces 3 autres vertus, disons. Entre générosité, pureté, mystique et identité, qui est l'éloge de l'identité qui sera le thème de la prochaine activité. Alors si on part de la base de cette définition simple, somme toute, que la vertu, c'est tout ce qui permet à une chose d'arriver à son essence, à son propre épanouissement, on voit tout de suite que ça s'applique à n'importe quel ordre de la réalité, et pas simplement à l'ordre humain. Ça s'applique au monde minéral, au monde végétal, au monde animal, au monde humain, et à d'autres mondes qui ne sont peut-être pas visibles, sans pour autant cesser d'exister. Donc si je veux représenter ça graphiquement, je dirais que l'essence, on va la représenter par un point, l'essence d'une chose,
comme on a vu, ce qui est essentiel est invisible aux yeux. Alors on dit qu'un point n'a pas de dimension. Quelque chose qui n'a pas de dimension n'est pas vraiment visible à l'œil. Ou alors il faut un œil un peu particulier pour voir ce qui n'a pas de dimension. Mais le fait de représenter un point est intéressant. Ce n'est pas un point dans le point, c'est un point dans le monde. C'est un point dans un environnement. La chose a une délimitation. La chose ou l'être a une délimitation. Nous avons tous une délimitation. Évidemment, la plus évidente, c'est celle du corps. On voit que notre corps est délimité. Mais il n'y a pas que ça. On n'est pas tous en train d'avoir une énergie illimitée. On sent bien qu'on a une énergie. Des fois, on se sent plus en forme que d'autres fois. Mais on dépense cette énergie. Notre énergie est limitée. Heureusement, une fois qu'on l'a dépensée, il y a une possibilité naturelle assez extraordinaire qui est le ressourcement. Donc on peut récupérer, recharger les batteries pour un nouveau jour d'activité. D'un point de vue affectif et sentimental, c'est la même chose. Nous aimons le sentiment, nous aimons notre puissance affective, mais elle est aussi limitée. On ne peut pas effectivement avoir, disons, un sentiment X qui ait la même intensité d'une façon universelle. Il semblerait que ce soit quelque chose que l'on accorde au divin, qui pourrait avoir la possibilité d'avoir un sentiment, ou en tout cas que le qualificatif se rattacherait à un sentiment plus universel. Et mentalement, c'est pareil. On est limité, pour ça il y a un coefficient intellectuel, paraît-il. Il y a une possibilité de limiter, de mesurer notre limite intellectuelle. C'est très moderne, le coefficient intellectuel, mais peu importe, le point n'est pas là, ça. Ce n'est pas le sujet de la discussion, c'est simplement de se rendre compte qu'on peut donc mesurer. Et on ne peut mesurer que ce qui a des limites, ce qui est délimité. Donc ça veut dire qu'il y a une forme. Je ne vais pas la dessiner, on va s'imaginer que la forme, elle est, peu importe. Que ce centre-là est le véritable centre de la chose que je ne dessine pas. Par contre, je vais représenter la vertu, au moins la définition de la vertu, comme on l'a déjà défini. C'est tout ce qui amène à ce que la chose puisse s'épanouir. C'est-à-dire tout ce qui amène au cœur même de la chose, de façon à ce qu'elle s'épanouisse. C'est-à-dire de façon à ce que l'être puisse se manifester en plénitude. C'est une voie de la plénitude, une voie de l'épanouissement. Donc ça, c'est pour situer la définition de la vertu. Et on a dit tout ce qui peut permettre d'arriver au centre. À partir du centre, à partir de l'essence, où l'épanouissement est rendu possible. Ça dit. Maintenant, on n'a pas défini tout. Quand on dit tout ce qui, il faut aussi essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce tout. On a manifesté cela en disant que c'est une énergie. C'est l'énergie qui peut permettre à la chose de s'épanouir. Évidemment, il faut que cette énergie ait une qualité spécifique. Parce que toute énergie n'amène pas à l'épanouissement. Il y a des énergies qui sont manifestement destructrices. C'est une énergie, mais destructrice. Si on est pris par le feu, là, et que les portes sont fermées, qu'il n'y a pas de sortie de secours, ça va être difficile. Il y a une forte énergie qui peut nous amener à la destruction. Donc il faut que l'énergie soit qualifiée. Ce n'est pas n'importe quelle énergie. C'est une énergie dont la qualification est celle qui correspond intimement à l'être de la chose, à l'essence de la chose. La dernière fois, je prenais l'exemple des légumes. On peut le refaire encore, puisque évidemment les légumes croissent. Donc on cherche à voir quelque chose qui croît, qui grandit. Le monde végétal nous offre des exemples qui sont extraordinaires. Eh bien, toute énergie n'est pas bonne pour faire croître un légume. Il faut qu'il y ait une correspondance avec l'essence du légume en question. Ça, c'est une donnée qui est aussi importante. Ça veut dire que le tout en question, il est différencié. Et ce qui fait la différenciation de ce tout qui permet d'amener la chose à l'épanouissement, c'est la qualité d'être. Il faut qu'il y ait une correspondance. Si nous avons soif, le mieux, c'est de ne pas boire de la terre. Et si on veut planter des radis, le mieux, c'est de les planter dans la terre. Donc
qu'il faut qu'il y ait une correspondance, ou il y a une correspondance avec le besoin intrinsèque important de l'être qui veut se manifester. Tout être veut se manifester. Tout être veut accomplir sa destinée. Tout être veut arriver à son épanouissement. Un être végétal, animal, humain ou au-delà de l'humain. Il y a une force dans la nature qu'on ne peut que constater. C'est que toute chose veut arriver à sa pleine potentialité actualisée. Toute chose veut arriver à être. Il y a une puissance d'être qui existe dans la nature. Et quand je dis la nature, ce n'est pas simplement que la nature terrestre. C'est la nature qui intègre jusqu'aux galaxies. On voit bien que les galaxies elles-mêmes bougent, des fois elles se rencontrent, des fois elles s'entrechoquent, des fois elles se marient, disant qu'il y a manifestement quelque chose cette puissance, ce mystère, c'est mystérieux, une puissance où les choses manifestées veulent arriver à être. Et la puissance d'être a un nom que nous utilisons souvent qui est volonté. La définition de la volonté, c'est la puissance d'être. On y reviendra très, très certainement. On verra aussi qu'il y a une différence entre le désir et la volonté. Même si le désir appartient à cette ligne qui monte jusqu'à son archétype, qui est la puissance d'être. Donc il y a une essence qui veut se manifester, qui veut s'épanouir, c'est-à-dire manifester ce qu'elle est. On appelle ça l'authenticité. La définition de l'authenticité, la plus haute, c'est celle-ci. C'est permettre à ce qu'une essence, ou le fait qu'une essence se manifeste pleinement comme elle est. C'est aussi en même temps le plus haut degré de la liberté. Parce que la liberté fondamentale d'une chose, c'est précisément ça, c'est de réussir à ce que sa puissance d'être se manifeste pleinement. Donc le tout, là, tout ce qui peut permettre à une chose d'arriver à son épanouissement, c'est très global, mais en même temps, ce tout TOUT, ça signifie que c'est un complexe, c'est-à-dire quelque chose de complexe, qui correspond, encore une fois, à la chose dont on parle, la nécessité qu'elle exprime pleinement ce qu'elle est. Okay. La complexité a diverses dimensions. C'est sûr que la complexité d'une plante, de ce point de vue-là, est moindre que la complexité d'un être humain. Un être humain est plus complexe qu'une plante dans son existence. Ce qui veut dire que le tout, pour que les sens se manifestent pleinement, n'aura pas les mêmes dimensions. En tout cas, pas le même nombre de dimensions. Le tout peut permettre à une chose de manifester et d'épanouir son être en ce qui concerne l'être humain à 4 dimensions. Parce que l'être humain, pour arriver justement à être, pour nous ça veut dire notre identité. Qu'est-ce que nous sommes? Qui sommes-nous? C'est important de comprendre ce que nous sommes et qui nous sommes. Parce que c'est comme cela qu'on peut avoir une direction dans la vie. Savoir qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je dois faire avec ma personnalité. Ce sont les 4 en question. Une personnalité que l'on représente comme un carré, de façon à placer les 4 étages qui la constituent, et c'est notre instrument. Il ne suffit pas d'être un corps pour être soi. Et même en y réfléchissant un peu plus profondément, il est mieux de dire que j'ai un corps plutôt que ce corps est moi. Parce que si mon identité se réduit au corps, c'est une expérience qui vaut pour le minéral. Parce que manifestement, la pierre est la pierre, et on ne la voit pas faire autre chose que d'être pierre, et se sent bien en pierre. Même si elle est en train de changer aussi. Donc on a effectivement une réalité qui est une réalité physique. On va l'appeler ici physique. Mais aussi, cette matière est organique, elle est vivante, elle est expression aussi de la vie. On a une vitalité. Ben, c'est pareil. La vitalité que je possède ne définit pas ce que je suis. C'est un moyen, c'est un outil.
Si la vitalité définissait ce que je suis, il suffit de l'expérience qu'est l'expérience végétale. La plante se réalise pleinement dans ce qu'elle est, dans sa croissance précisément. Le monde végétal est très significatif de la croissance. C'est très vital quand on voit comment ça se passe avec les arbres. Mais l'être humain, non. C'est sûr qu'il a une vitalité, mais c'est pas ce qui définit son être. C'est un outil. Pareil, il a une affectivité. Nous avons une affectivité. C'est de la même façon. Si simplement l'affectivité définissait notre être, l'expérience animale est suffisante. Manifestement, il y a autre chose. Nous avons une autre expérience qu'est l'expérience mentale. Fondamentalement, l'expérience mentale est l'expérience humaine. Quand je dis mentale, c'est très large, j'intègre beaucoup de choses, et je ne veux surtout pas dire que l'animal ne possède pas des caractéristiques qui appartiennent au mental. Mais ce qui est certain, c'est que la caractéristique de l'humain, d'un point de vue de ses outillages, il y a quelque chose qui se rapporte au vital, au sentimental et à la raison. Donc tout ce qui amène à l'essence pour nous, tout ce qui est vertu pour l'être humain, doit nécessairement être en correspondance avec ces outils-là. Il y a une vertu qui est physique, une vertu qui est vitale, une vertu qui est sentimentale, une vertu qui est mentale. Quand je dis une, c'est parce qu'on ne rentre pas dans les subdivisions qu'elles peuvent chacune posséder. Mais c'est important, cette idée-là. Le tout est plus complexe pour nous. Ça veut dire qu'on ne peut pas non plus séparer. Ça veut dire que nécessairement la voie est une voie pour atteindre notre être et faire qu'il puisse se manifester. Comme ça, peut-être, on va réussir à se connaître soi-même. Ça passe par 4 voies simultanées, qui travaillent simultanément, sans se confondre, sans entrer en confusion. C'est pas facile. D'où l'intérêt et la compréhension du fait qu'il y a ces 4 éléments, terre, eau, air, feu, que l'on voit manifester dans toutes ces traditions qui se rapportent à la voie spirituelle. La voie spirituelle n'étant rien d'autre que la voie de la connaissance de soi. C'est-à-dire le chemin qui nous conduit vers notre identité. Et le chemin qui conduit vers notre identité est vertu. Par définition, telle que nous l'avons précisé. C'est important, non ? La vertu est subtile. Et elle correspond à l'être de la chose. Alors maintenant, imaginons que ça soit passé ainsi. Il y a une deuxième, c'est ça que je voulais rajouter dans le cadre de cette rencontre, il y a une deuxième dimension à la définition qu'on n'avait pas vue encore jusqu'à présent, même si c'était sous-entendu, c'est que l'on dit aussi, on parle aussi de la vertu de quelque chose. Alors cette fois-ci, c'est plus dans le sens de la vertu qui conduit à l'essence de la chose, mais c'est la qualité particulière d'une chose, que l'on va qualifier de vertu. C'est-à-dire qu'il y a un rayonnement qui ensuite donne des caractéristiques positives. Et on peut représenter ça de cette façon-là. J'inverse maintenant le dessin. Et voilà. Ainsi, si on parle, par exemple, de la médecine, il y a des plantes qui ont des vertus, comment dit-on, médicinales, curatives. Comment se fait-il que telle plante ou telle autre plante a cette vertu-là ? Elle ne s'est pas manifestée elle-même, ou elle n'a pas non plus été créée par nous, de manière à ce que nous puissions avoir une vertu qui est une vertu curative. Ce que la science moderne fait, hélas, c'est d'aller fouiller dans les traditions et dans les tribus pour voir qu'est-ce que les gens utilisent comme plante, à quoi est-ce qu'ils associent, quelle vertu curative ils associent à cette plante, à quelle partie de la plante. Ils prennent des notes, ensuite ils viennent dans le laboratoire, ils extraient quelle est la macromolécule qui est responsable de cet effet curatif, et après ils en font une molécule de synthèse. Macromolécule de synthèse. C'est-à-dire une fausse.
une copie qui est une copie qui est artificielle. Bon, mine de rien, ça fonctionne quand même. Mais ça ne doit pas fonctionner de la même manière non plus. Il ne doit pas y avoir l'intégralité de toutes les dimensions qui constituent la plante en question. Son essence, c'est l'essence qui est curative. De la racine, l'essence de la feuille, ce sont des sous-essences. De l'intégration globale de toutes ces essences, qui est l'être de la plante en question. Donc il y a des vertus qui se manifestent, qui rayonnent. Et ces vertus qui rayonnent et qui ont un pouvoir extraordinaire, c'est le résultat de l'accomplissement, de l'épanouissement de la chose. C'est-à-dire que, mettons, si on prend une plante qui a des vertus médicinales, curatives, reconnues, et dont on se sert pour notre propre santé, il est certain que la chose en question, la plante en question, a atteint son épanouissement. C'est-à-dire, les plantes sont déjà dans leur épanouissement dans la vie, nous, non. Parce que c'est pareil alors. Il y a des vertus qui permettent aux êtres humains d'accéder à leur centre, à leur cœur, à leur essence, à leur être, et normalement ces vertus, à partir du centre, devraient rayonner pour fournir des caractéristiques sociales, culturelles et de civilisation du point de vue humain. Et là, nous rayonnons des choses qui ne sont pas exactement en correspondance avec l'idée qu'on se fait de la paix, de l'harmonie, enfin, de ce que pourrait être une société humaine, une culture humaine, une civilisation humaine. Manifestement, nous ne sommes pas arrivés au centre. La quête du centre est pleinement d'actualité. Et c'est une quête d'actualité qui est politique. Elle est éminemment politique, dans le sens qu'elle dépend, de cela dépend l'harmonie de la cité. Le retour au bien, au beau, au juste, le retour aux archétypes platoniciens, comme il les traduit, c'est une nécessité. Pas un désir ni un besoin, c'est une nécessité. Donc on a tout intérêt à être vertueux. Parce que pour nous, être vertueux, ça veut dire être humain. Être profondément humain. Libéré du diktat de la machine, des idées reçues, des idéologies qui nous manipulent, des religions qui nous endorment, de tout ce que l'on veut, de toutes ces formes de société et de culture qui ne nous aident pas à être nous-mêmes, à réaliser notre potentiel. Pour nous, la philosophie à la manière classique, ou philosophie acropolitaine, comme on l'appelle dans le cadre de notre école, c'est tout ce qui peut amener l'être humain à être pas simplement plus humain, mais entièrement humain, globalement humain, dans les 4 dimensions qui constituent l'existence humaine. Alors ça, c'est une philosophie intéressante. Et elle est aussi politique, c'est évident. Bien, donc voilà un peu pour ce point-là. Je veux aussi rajouter un autre élément, maintenant que nous en sommes à la 3e vertu, peut-être aussi que vous l'avez constaté. Pour agir sur un plan donné, il faut toujours puiser l'énergie sur le plan qui l'englobe, le plan supérieur. On travaille toujours d'un étage sur l'autre étage, et ainsi de suite. Je prends un exemple qui fait partie de notre enseignement, ou plutôt de notre tradition spirituelle humaine, l'exemple dans l'Orient, qui est la Bhagavad Gita. Il y a à l'intérieur 4 yogas. On ne va pas faire le cours sur les 4 yogas de la Bhagavad Gita, mais c'est pour illustrer ce que je veux dire. Les 4 yogas correspondent aux 4 étages de la personnalité qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est-à-dire à l'instrument qui est l'instrument humain. Ce par quoi nous devons réussir à rencontrer notre humanité, à dialoguer avec notre humanité, à écouter ce que notre humanité nous dit, et elle va nous dire quelque chose de très simple, elle va nous dire transforme-toi, transmute-toi, élève-toi, deviens disciple de l'esprit,
deviens disciple de toutes les valeurs que tu reconnais comme étant fondamentales pour un monde en paix qui progresse, disons que le dialogue est un dialogue qui est très discipulaire. Parce qu'on va rencontrer, c'est la voie du silence. Ce qu'on va rencontrer fondamentalement, c'est le maître à l'intérieur. Cette petite voix qui parfois nous embête, parce qu'elle nous dit de faire des choses où elle nous fait comprendre dans un langage qui n'est surtout pas celui qu'on utilise quand on parle, que ça suffit, là, il faut essayer. Ça ne va pas. On sent que c'est pas là qu'il faut aller. C'est peut-être ailleurs, mais pas là en tout cas. Non. C'est-à-dire, on a une conscience, une voix de la conscience qui est capable de nous éclairer. Vous avez remarqué ça, non? On a une conscience propre, individuelle, qui, au-delà du religieux, de l'idéologique, ou de la force du nombre, ou de la force de la loi civile, est capable de nous orienter, de nous dire si c'est bon ou pas bon. Évidemment pas comme un texte, là. C'est un ressenti. C'est un ressenti puissant. C'est quelque chose qui fait bien plus que nous coller à la peau. C'est quelque chose qui nous colle à notre conscience relative, à la conscience de tous les jours. On a beaucoup rire vite, en espérant semer la petite voix qui me parle, on n'arrive pas à la semer, elle est dedans. Elle est toujours avec nous lorsqu'elle se manifeste. Enfin, on aimerait parfois, peut-être, parce qu'elle nous ennuie, nous parler d'un chemin de pureté, de purification, la vertu qu'on a vue précédemment, de tourner le bouton, comme à la télévision ou à la radio, on n'entend plus parler, pas du tout. Pour ne plus l'entendre, parfois, ce qu'il faut faire, c'est des choses un peu bizarres, du style boire beaucoup, pour être un peu en exaltation. Mais cette voix que l'on entend à l'intérieur, eh bien, c'est déjà de la mystique. C'est même fondamentalement ce qui se rapporte à ces définitions de la mystique, comme on va le voir tout à l'heure. La mystique se rapporte à une voix intérieure. Une voix intérieure qui n'est pas celle que je fais entrer dans mon intellect, ma raison, par la lecture d'un texte moral, par exemple. Qui n'est pas non plus celle que je peux entendre à l'intérieur de moi-même parce que j'assiste à un cours ou à une conférence. C'est une voix que je ne peux pas localiser. C'est une voix intérieure. C'est la voix intime de ma conscience. De ma conscience. Autrement dit, elle est moi, quelque part, et moi je devrais être elle aussi. Parce que c'est sûr que si je ne suis pas la voix intérieure, la voix du silence, ma propre voix du silence, je vais suivre quoi? Ça va être très très relatif ce que je vais suivre. La force du nombre, la publicité, l'idéologie, la peur de l'enfer. Qu'est-ce que je vais suivre? Et tout ça existe, ces peurs-là existent. Dans la voix du silence, la voix intérieure se rapporte à la mystique. Et la mystique. Comme je vous l'expliquerai tout à l'heure, la mystique, avant d'être un substantif, a toujours été un adjectif. Ça n'a jamais été désigné comme un nom, comme un mot, comme une chose par conséquent, comme un substantif, comme une chose. La mystique n'a jamais existé dans les traditions spirituelles de l'histoire de l'humanité. Il n'y avait pas la mystique. Il y avait quelque chose d'autre qu'on verra plus tard. Le substantif apparaît à l'ère moderne, XVIIe siècle. Il faut attendre le XVIIe siècle pour qu'on parle de la mystique. Et il y a de toute façon d'autres courants qui ne l'utilisent pas de cette façon-là non plus. Qui l'utilisent toujours comme un adjectif. C'est quelque chose qui est mystique. Bien, donc ça veut dire que par exemple ce yoga numéro 1, je passe sur les noms, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Yoga 2, yoga 3, yoga 4. C'est l'action philosophique à la manière classique, ou yoga, parce que le yoga n'est pas une gymnastique. La partie qui est la partie yoga en tant que posture du corps est une chose qui ne réduit pas, qui n'inclut pas l'intégralité de ce qu'est yoga. Donc en fait, c'est une philosophie intégrale, le yoga. Le yoga, c'est tout ce qui dit qu'il faut relier corps, âme et esprit. Le yoga, c'est tout ce qui nous dit qu'il faut relier le physique, l'énergétique, l'émotionnel et la raison. Le yoga nous dit qu'il faut être un, il faut être entier, il faut être authentique. Je ne suis pas authentique parce que j'exprime une émotion.
c'est une parcelle de l'authenticité, et l'authenticité, donc, rapportée à la vertu, se rapporte au bien, au juste, au bon. Puisque, encore une fois, la vertu, c'est ce qui permet à la chose d'atteindre son essence, sa réalité d'être. Non, l'authenticité, c'est la globalité, c'est être entier. Et être entier, pour nous, ne se résume pas au minéral, à la pierre, à l'os. Hein? Être entier, c'est utiliser comme il convient, correctement, développer correctement ce qui nous permet de réussir à être, ce qui nous permet d'atteindre notre être. Donc ça, c'est instrumental. Donc, le travail sur ce niveau-là n'est rendu possible que parce que on tire l'énergie du niveau qui est au-dessus. Par exemple, un marteau mis à côté d'un clou, les deux mis à côté de la planche dans laquelle le clou doit s'enfoncer, si tout est là, rien ne se passe. Parce qu'il va falloir utiliser autre chose que la matière pour arriver à la conclusion. C'est-à-dire planter le clou dans le bois. Et il faudra utiliser l'énergie. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser l'énergie pour pouvoir travailler ici, il faut utiliser le sentiment pour pouvoir travailler ici, il faut utiliser la raison pour pouvoir travailler ici, c'est ça qui nous intéresse dans le sens de la mystique, comme vous verrez tout à l'heure, et il faut une force spirituelle pour travailler ici. C'est une force spirituelle pour travailler sur le niveau que l'on appelle l'intellect, la raison. Nous, notre raison a besoin d'être orientée. Une raison qui n'est pas orientée, ça n'existe pas de toute façon, elle sera toujours orientée, mais dans le sens de la vertu, différence entre la savoir et la sagesse, tu l'as fait exprès, hein. Il faut justement, c'est ça, il faut la sagesse. C'est bon ça. Il faut la sagesse. Et notre intellect a besoin d'être orienté et guidé par la sagesse. Si notre intellect n'est pas guidé par la sagesse, il peut être guidé par n'importe quoi d'autre. L'idéologie, l'économie, la pulsion, le désir, peu importe. L'intellect, il est vraiment un peu comme esclave de nos jours. Il couche avec tout le monde. Il change. Il est polygame. Hein? C'est incroyable. Non, notre intellect, il faut qu'on puisse le connecter à ce qui fait l'être humain. Sinon, notre raison va se mettre au service de n'importe quoi. L'intellect est très fort. Très très fort. C'est l'intellect qui donne, comme on vient de voir, la petite extrait là, qui est sortie d'une façon inattendue entre le savoir et la sagesse. Le savoir n'a pas besoin d'esprit. Le fait de savoir comment ça fonctionne et de tout faire pour comprendre comment ça fonctionne, c'est la technologie par exemple ensuite. Ça n'a pas besoin de sagesse. De ce point de vue-là, Dieu est mort, l'esprit est mort. Pourquoi? On n'en a pas besoin. On n'est pas bloqué. Sinon, ça voudrait dire que, vu la prédominance forte de nos jours de l'athéisme, qu'on serait dans une situation, d'un point de vue technologique, très basse. Pas du tout. On n'a pas besoin de Dieu pour tout ce que l'on fait. Nos armes, nos avions, nos fusées, toute notre technologie, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de l'esprit, on n'a pas besoin de la transcendance. On arrive à le faire. Le savoir n'a pas besoin de sagesse. Par contre, on voit les résultats. Du point de vue humain, pour arriver à l'humain, il faut que notre savoir soit illuminé par la sagesse. D'où l'intérêt de faire l'étude comparative des sagesses dans l'histoire de l'humain. De trouver à chaque fois où se trouvent les enseignements qui s'y rapportent. En Orient, en Occident, etc. Philosophie d'Orient et d'Occident comparée. Donc là, c'est pareil, parce que si vous voyez ce qu'on a fait en premier, pour la première rencontre éloge des vertus, c'était la générosité. Donc ici, marqué G. La générosité. Donc la générosité rattachée à l'élémentaire. Ensuite, on a vu la pureté. Pureté rattachée à l'élément eau, c'est-à-dire à tout ce qu'est l'énergie. Et maintenant, elle est en train de voir, de rencontrer la mystique.
Alors, en suivant cette explication, ça veut dire que la générosité doit impliquer comme moteur l'énergie, que la pureté doit impliquer comme moteur l'affect, le sentiment. Même si c'est purifier l'énergie, ça demande de prendre comme source le niveau qui est au-dessus. Et pour la mystique, c'est pour ça qu'on va parler du feu de la mystique. C'est le niveau qui est au-dessus. Parce que sinon, on va réduire la mystique au sentiment, à l'affect. Et d'ailleurs, je vais voir rapidement avec vous les 3 niveaux de la définition contemporaine dans un dictionnaire de la mystique. Je vais le lire simplement et commenter légèrement après. En tant qu'adjectif, donc une chose qui est mystique, ou quelque chose qui est qualifié de mystique, c'est dont la foi religieuse est très prononcée. Alors ce qui est mystique, on va dire une personne, c'est dont la foi religieuse est très prononcée. En conclusion, la mystique est identifiée au religieux. Punto. C'est terminé. On peut comprendre que dans certaines circonstances de société, comme celles qui ont marqué le Québec, si la religion a créé une sorte de réaction d'urticaire quand même très forte, pour des raisons qui sont aussi quelque part solides, donc compréhensibles, mais l'association mystique-religion, on jette le religieux et on jette la mystique. D'où le fait qu'aujourd'hui la mystique, berk, c'est pas quelque chose qui attire. Deuxièmement, relatif au mystère d'une religion. Voilà, ce qui est relatif au mystère d'une religion. Mais religieux encore. Donc une autre association. Le mystérique est associé au religieux. Alors ce sont les mystères de la religion. On rejette la religion, on rejette les mystères. Puisque c'est identifié. Donc là, pour le moment, les 2 données que nous avons, c'est manifestement association du mystique ou de la mystique à la religion. Tout de suite, on va l'éliminer dans notre approche, puisque dans notre approche, c'est une vertu qui permet à toute chose d'arriver à son épanouissement. On s'en fout de la religion, et de l'idéologique, et du politique, en tant que voie opérationnelle qui permet. Non, c'est un aspect, ça peut être, disons, un moment. Non, il ne faut surtout pas réduire le mystique au religieux. Et la dernière, c'est relatif au mysticisme. Un isme encore qui nous arrive là. Relatif au mysticisme. C'est quoi le mysticisme dans les définitions qu'on trouve aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est la possibilité... Non, c'est la croyance. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est la possibilité dans le dictionnaire, ça veut dire que ça reconnaîtrait que c'est un fait. C'est défini ainsi. C'est la croyance qu'il est possible d'atteindre des dimensions transcendantales. Mysticisme. Ça nous intéresse. Parce que ça veut dire que la définition nous parle d'une croyance, prenons-le encore comme cela, d'atteindre un plus grand que moi-même en moi-même. Dans la voie de l'humain, atteindre un plus grand moi-même que moi-même, c'est avoir une vision de ce que je peux devenir. C'est avoir une division préalable de ce que je peux devenir. Si on n'arrive pas à avoir la vision que l'on peut devenir meilleur, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rester comme on est. Si on n'arrive pas à avoir la conviction intime qu'il est possible de devenir mieux que ce que nous sommes présentement, alors qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Ou beaucoup. Mais rien en qui va dans le sens de qualifier ce par quoi je dois me manifester, ce par quoi je me manifeste, dans un sens plus élevé. C'est-à-dire sentir en moi l'appel de la vertu. C'est-à-dire l'appel de cette force qui est nécessaire à ce que mon être se manifeste, à ce que mon identité puisse se manifester. Donc ce sont 3 éléments qui sont quand même intéressants.
Bien. Si maintenant nous essayons de comprendre un peu mieux, je disais tout à l'heure que mystique est un adjectif, ce n'est pas une chose. C'est très intéressant de voir que la qualité mystique, l'adjectif mystique, c'est-à-dire la qualité mystique, donc il se rapporte à quelque chose d'autre. Ça se rapporte à un substantif, mais qui est autre. C'est-à-dire, quand on utilise l'adjectif mystique, ou mystique comme un adjectif, il se rapporte à quelque chose d'autre, qui qualifie. Et donc, cette qualification est intimement reliée. Et c'est quoi la chose ? Mystère. Les mystères, le mystère. Il y a la racine grecque, muo, et d'autres, mais toujours à partir d'un verbe, qui est un verbe qui dit initier. À partir du verbe grec qui signifie initier, que le qualificatif mystique existe, ou a existé, et peut-être continue d'exister dans certaines lignes. C'est ce qui est rattaché au mystère. Après, ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce que c'est que les mystères ? Et les mystères, c'est l'initiation. Les mystères, c'est tout ce qui se rapporte à l'initiation, qui est une voie qui consiste à permettre à l'individu de se connaître lui-même, essentiellement, plus profondément, plus globalement, plus réellement, mais pas intellectuellement, mentalement, oui, au niveau de l'âme, oui, et au niveau de la réalité physique. Alors c'est une voie de formation, donc éminemment philosophique, à l'humain, à l'être humain, globalement parlant. Alors c'est tout à fait intéressant ça. C'est-à-dire que la personne X est mystique dans le sens qu'elle est en train de marcher sur la voie de la connaissance d'elle-même. C'est tout. Et comment est-ce qu'elle le fait ? En entrant ou en étant entrée dans ce qui a été appelé les mystères, qui est une traduction du grec, d'un mot grec, qui n'a rien à voir avec le mystérieux, le caché, comme on l'entend, mais qui a à voir avec toute la pédagogie initiatique, c'est-à-dire une pédagogie qui vise à permettre à l'humain de se connaître lui-même, c'est-à-dire d'atteindre petit à petit, grâce à la connaissance de lui-même, de monter l'échelle qui va vers son être réel, de façon à ce que l'individu rayonne plus d'être, rayonne plus d'authenticité, rayonne plus d'humain, soit un rayonnement humain, profondément humain, pas humanoïde, parce que les barbares apparaissent exactement comme la forme humaine, humanoïde, non ? Profondément humain. On n'est pas humain parce qu'on a un intellect. On n'est pas humain parce qu'on a la capacité d'avoir un affect, d'avoir un sentiment, ou même de pouvoir bouger, d'avoir un corps. Non, ce sont les instruments. C'est le couteau qui a tué, disons, je ne sais pas trop qui, est innocent. C'est la personne qui a manié l'outil. Le couteau n'a pas condamné le couteau. On va se préoccuper de savoir comment ça s'est passé, quelle est la main qui l'a tenu, et quelle est la conscience qui est derrière ça. Donc là, l'étymologie est tout à fait intéressante, déjà à ce niveau-là. Quand le qualificatif devient un substantif, ça nous prouve qu'on est en train de perdre l'essence. Lorsque la mystique est devenue une chose, c'est foutu. C'est foutu. Parce que ça veut dire que c'est de la mort des mystères. D'accord ? On ne peut plus qualifier par le terme mystique la chose. Parce que la chose n'existe plus. Alors le qualificatif devient le substantif. C'est comme s'il se qualifiait lui-même et qu'il devenait une chose. Et la mystique, quand elle devient une chose, c'est fini. Parce que la mystique, justement, n'est pas une chose. C'est comme on a redécouvert dans le monde plus récent, la mystique se rapporte, lorsqu'on fait l'analyse, il y a des gens à l'extérieur qui ont analysé des gens mystiques, étant les bouddhistes ou autres dans leur activité, disons, régulière. Non. On est arrivé à la conclusion que la mystique correspond à un état modifié de conscience. C'est intéressant. Un état modifié de conscience.
Donc ça veut dire, en anglais, hein, c'est altérer, le terme qui est altered, non? Ça veut dire que c'est plus la conscience normale. C'est une conscience anormale, par rapport à la normalité qu'est la conscience d'ici et maintenant, voilà. Où on se satisfait de tout ce qui est visible, définissable, hein, où l'inconnu fait peur, où l'étrange fait peur, où tout ce qui n'est pas dans la norme habituelle fait peur. C'est-à-dire que si tout l'inconnu fait peur, alors on ne va pas vers soi-même. On n'ira jamais vers cet autre nous-mêmes. Parce qu'il n'est pas là. Il est inconnu, cet autre nous-mêmes. Il correspond à quelque chose à l'intérieur qui nous appelle à être meilleur. Ça, oui. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va être. Vous comprenez? Donc c'est un mouvement qui est un mouvement de matérialisation. Alors, on va arriver comme ça à une situation qui est la situation plus moderne par rapport à la mystique. La mystique, c'est une maladie. La mystique, c'est un état pathologique. Et voilà où nous en sommes. Alors c'est sûr que nous, avec notre affiche Éloge des vertus, la mystique, on va apparaître un petit peu comme des débiles mentaux, des arriérés, ou des gens qu'il faut absolument, même pas mettre la camisole de force, mais les mettre directement dans le trou, et puis à faire disparaître. C'est-à-dire que la mystique a été considérée, parce qu'on ne peut pas faire autrement, si on voulait éliminer tous les mystiques, et avec une définition qui identifie la mystique à la religion, alors il faut éliminer tous les religieux de la planète. Alors on va faire Wikipédia, ou Pousse-toi de là je me mette, enfin l'Internet, et on va trouver sur la population mondiale, combien y a-t-il de athées? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est facile à trouver. Bon, les agnostiques, peut-être qu'on pourrait quand même encore les accepter, les conserver, en considérant qu'ils sont un peu malades quand même, parce que être agnostique, c'est être malade. Parce que c'est pas véritablement rejeter le transcendant, c'est rejeter des formes qui sont les formes connues du transcendant. Donc ils sont la chose là entre deux chaises, donc quelque part. Alors la chose entre deux chaises, tu peux voir 5 cm de la fesse sur une chaise, le reste dans le vide, ou après dans l'autre chaise. Donc, mais bon, si on laisse la petite mauvaise herbe là, dans le jardin, elle va pousser. À mon avis, il faut les éliminer aussi. On ne garde que les athées. Ça veut dire que le problème de la surpopulation est résolu. Est complètement résolu. Ça va être un désert, la planète. Non? Donc c'est sûr que ça pose un problème. On ne peut pas faire autrement que de reconnaître comme un fait qu'il y a des gens mystiques. Faut-il être malade d'avoir des gens mystiques au XXIe siècle? Comment? C'est impensable. Avec tout le développement des sciences et les résultats probants de la valeur de la science par la technologie, évidemment, ça n'a pas l'air non plus d'aider trop, franchement, l'humain dans le sens humaniste. Là. C'est inconcevable de penser qu'il puisse y avoir une mystique encore aujourd'hui, des gens mystiques. Bon, alors comme c'est un fait, on l'étudie. On va l'étudier comment? On va l'étudier à partir des symptômes pathologiques des formes de pensée. C'est pas moi qui invente cette formule extraordinaire, vous la trouverez facilement en cherchant. Alors, il y a une étude qui est une étude de la mystique, mais c'est une chose, c'est un peu comme si, de ce point de vue-là, on étudiait, disons, une bouse de vache, et l'évolution d'une bouse de vache dans le temps, en fonction de la qualité d'herbe que la vache a mangé. Si elle mange du cresson, ou si elle mange, disons, des épinards, la bouse va être différente. Donc on va l'analyser. Là. Mais au départ, c'est une bouse. La mystique est considérée de la même manière, de nos jours. C'est pour ça qu'il n'y a aucune métaphysique. C'est-à-dire la métaphysique n'existe pas, il n'y a aucune voie pour la métaphysique. Et la métaphysique, pour chacun d'entre nous, c'est le chemin qui conduit à nous meilleurs, globalement meilleurs. Et il faut pour ça les voies qui sont les voies qui permettent de le faire. Ou initiation, dans le sens, on commence. Initier, ça veut dire commencer. Commençons à travailler globalement et bien pour la transformation de soi. Il faut d'abord se connaître avant de se transformer. C'est préférable.
Il faut se connaître pour se transformer. Et une fois qu'on a compris comment se transformer, on peut se transmuter. Il y a un ordre, il y a une pédagogie, il y a des écoles qui se rapportent certainement à ça dans l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc c'est ça, on a laissé les appréciations théologiques, c'est toutes celles qui sont rattachées à la religion. On a laissé les appréciations philosophiques, il y a toutes celles qui se rapportent aux philosophies, pour considérer la mystique. On ne peut pas faire autrement, elle est là, cette chose immonde est là, elle affecte tellement de gens encore, même dans l'aspect religieux, qu'il faut absolument faire quelque chose. Grâce à Freud, on va pouvoir réussir à trouver certainement des voies pour s'en sortir, parce que lui, ce qu'il a dit, c'est que la mystique, c'est un investissement libidinal, où l'individu projette dans ses façons de se relier aux choses. Donc c'est sûr que ça s'est rétréci pas mal. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est que finalement tout ça a été mis à la poubelle. Et qu'aujourd'hui, oui, c'est une chose qui est déconseillée. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par la mystique, ils vont être victimes du gourou. Tu comprends ? Ils sont intéressés par la mystique, c'est une maladie de la raison, c'est une pathologie. Donc ces gens sont incapables de faire la part du bien et du mal, du noir et du blanc. Leur capacité rationnelle est réduite au minimum. Ce sont des victimes idéales pour les gourous. C'est-à-dire que tous ces gens-là sont nécessairement dans une secte. Bon. C'est qui a eu l'idée de faire conférence sur l'éloge de la mystique? Ça va aider notre image de marque. Hein? Bien. Bien. Bon. Maintenant, je vais donc parler un peu de, justement, la mystique. La mystique se constitue de deux puissances, de deux forces, qui sont la bonne volonté et l'efficacité. C'est ce qu'on va essayer de mieux comprendre. Juste avant ça, de dire et de ressouligner que la mystique, et on va employer le mot parce que pour nous aussi peut-être que c'est une chose, il serait intéressant de le transformer en qualificatif, quelque part. C'est un peu comme la philosophie. Hein, la philosophie est une chose, être philosophe est autre chose. Hein, alors, si on peut réussir à se qualifier de philosophe, ça veut donc dire qu'on a incorporé à l'intérieur de soi, d'une manière pratique, hein, quelque chose de la philosophie. C'est plus quelque chose d'intellectuel, quelque chose qui est vécu. Pour ça qu'on disait aussi, rappelez-vous, que la vertu est un mode de vie. La vertu, comme on l'a définie, est un mode de vie, nécessairement. C'est un mode de vie. La petite graine de carotte qui va pousser et qui va s'épanouir comme une carotte, c'est un mode de vie. Et son mode de vie est parfait. Parce que ça permet à cette graine de carotte de s'épanouir pleinement comme une carotte. Et en plus de ça, avec un altruisme extraordinaire, puisqu'on peut en faire des salades de carottes. Carottes râpées. Là. Donc là, il y a une relation étroite entre mystique et sacré. Entre la mystique et le sacré. Le sacré étant tout ce qui se rapporte à l'essentiel. À l'essentiel global pour une chose donnée, ou pour un être donné. Pour nous, être humain, ce qui est sacré, c'est l'humanisme. C'est le fait d'être profondément humain, d'être réellement humain. Ça, c'est sacré. Ça fait partie d'une transcendance, hein. Parce qu'on est bon quand même de réussir à y croire. Des fois on entend autour de nous, oh, plus confiance en l'humanité. Avec tout ce que l'on voit, non, plus confiance en l'humanité. Si, quand même, on a confiance en l'humanité. Avoir confiance en l'humanité, c'est avoir confiance aussi en soi-même. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Il y a un obstacle important à la mystique, hein, c'est la vanité. Tout à l'heure, je ferai une petite synthèse sur ça. Dans la bonne volonté, de quoi s'agit-il ? Si
peut-être pour situer correctement, pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble, on va repartir de la vision septenaire, qui est celle que nous avons vue aussi, encore une fois, la semaine dernière, mais sous la forme du temple, avec les 4 colonnes, quand on a fait ça, le temple avec ses 4 colonnes, chacune étant une vertu, des vertus morales, une vertu support qu'il s'agit de bâtir à l'intérieur de soi. Mais ça correspond aussi à une structure, à une vision de ce qu'est l'être humain. C'est-à-dire, si tout ça est un chemin qui consiste à l'essence humaine, l'être humain répond à la même structure septenaire. Donc tout ce qui est efficacité se trouve ici. Je mets simplement E. Et tout ce qui est de bonne volonté se trouve ici. On va marquer B. Donc la bonne volonté se rapporte en fait à la puissance d'être. La puissance d'être, c'est la volonté. C'est pour ça qu'on dit bonne volonté. Parce que s'il y avait vraiment cette volonté active à l'intérieur de nous, la voie serait tout droit. La voie pour arriver à ce que nous voulons être profondément, c'est-à-dire à être ce que nous sommes profondément, serait directe. Un peu comme dans les mythologies chevaleresques, le pont de l'épée. C'est-à-dire que passer de cette berge-là à l'autre berge-là, c'est pas un pont à 6 voies qui va dans un sens et 6 dans l'autre, c'est le fil de l'épée, tout droit. On n'est pas là. Nous, on atteint nos objectifs d'être, de qualité d'être, d'une manière non linéaire. Si, peut-être continue. Discontinue et pas directe. C'est-à-dire, mettons que nous sommes là et qu'on veut arriver à être mieux, mieux, c'est-à-dire un nous-mêmes mieux, pas, j'ai fait le jardin, je suis sale, je me lave, je suis mieux. Oui, c'est sûr, mais je ne parle pas de ça, je parle de l'être, là, de l'être humain. Mieux, alors on peut y arriver, mais notre chemin peut faire ça. On est arrivé. On n'est pas direct. Parce qu'il semble que se transformer, c'est pas facile. Il y a des résistances. Il y a des choses en nous qui disent non. Pas question. C'est mystique. C'est une maladie, il faut que je me soigne. Comment ça? L'appel mystique à l'intérieur, il faut le réprimer. Il faut réprimer l'appel mystique intérieur. L'appel mystique, là c'est un qualificatif. L'appel qu'on a à l'intérieur de nous, cette voix du silence qui nous dit « Marche, profite de ta vie, marche !» Parce qu'elle ne va pas durer 10 ans. Enfin si, peut-être. Mais à un moment donné où c'est fini, tu vas quitter les outils. Il faut apprendre à être efficace là pour l'être. Être efficace au service de l'être. Au service de l'essence. Donc c'est comme ça qu'il faut que nous le comprenions. La bonne volonté n'est pas le simple désir, n'est pas non plus la simple intention de faire quelque chose de bien. Et ce n'est pas la simple. C'est bien déjà d'avoir l'intention. Si jamais au départ il n'y a pas l'intention, j'ai l'intention de faire quelque chose de bien, j'ai l'intention de faire ce que l'on me demande de faire bien. C'est remarquable. Parce que de nos jours, non, j'ai l'intention de le faire le plus vite possible, avec le moins de soucis possible, avec le moins de témoins possible, parce que je suis sûr que je vais faire des bêtises, mon image de marque va en prendre un coup, là. Voilà. De façon à ce que je puisse être libre le plus rapidement possible. Libre de quoi? Libre de faire ce que je veux, moi, ce que je désire. Hein? Ouais. Donc, non, c'est-à-dire que l'intention de bien faire est extraordinaire. Pire encore, ou bien mieux encore, chacun veut prendre comme on veut, si en plus il y a le désir. Si j'ai l'intention de bien faire, en plus il y a le désir de bien faire, je suis philosophe. Pas encore à la manière classique, mais je suis philosophe à la base, c'est-à-dire que j'ai l'intention et j'ai le désir de le faire. Bravo, il y a une force en moi qui donc est là, je veux le faire, là j'ai le désir. Je veux égale, j'ai le désir de le faire. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une réelle puissance motrice, mobilisatrice. Encore des choses qui sont au-dessus, c'est-à-dire
vraiment de la conscience globale et entière. La bonne volonté se relie à la discipline. Là, on est en train de parler de la mystique. Parce que la phrase, c'est un acte mystique est un acte qui se fait, qui s'accomplit par bonne volonté et efficacité. Parce que l'efficacité, c'est la concrétisation, c'est démontrer, c'est le faire. L'efficacité, c'est l'œuvre. Nous sommes, de ce point de vue-là, tous des œuvriers, ou nous devrions l'être des œuvriers de nous-mêmes, mais ceux de nous-mêmes que l'on voit un peu plus grands et que l'on veut atteindre parce qu'il faut que nous changions. Il faut que nous changions. Hein. Comme disait, qui vous savez, deviens le changement que tu désires voir dans le monde. Une petite phrase comme ça. C'est simple, mais c'est simple. Waouh! Devenir le changement que je veux dans le monde. Il y en a certains qui veulent le changement, ils réussissent très bien aujourd'hui. C'est-à-dire de plonger dans la matérialité et puis le monde tel qu'il est là. Parce que ce monde tel que nous le vivons, il est conduit par des gens. Ce n'est pas les arbres qui font la société dans laquelle nous vivons, ni la culture, ni la civilisation, ni les animaux, ni les rochers. Ce ne sont pas les dieux, là, supposons qu'ils existent, non, qui font ce qu'est la société humaine. C'est nous, tous, avec certains qu'on a mis au pouvoir, et puis voilà. Ils accomplissent pleinement leur vision du monde, la vision de l'humain, et c'est ça, plutôt. Il n'y a pas à penser qu'on sommes des victimes de je ne sais pas trop quoi, là, vous comprenez? Donc, ça se fait ainsi. Il faut voir quelle est la motivation. Motivation, bon, comme on disait tout à l'heure, en disant le physique, l'énergétique, et puis l'émotionnel, sentimental, c'est-à-dire la mystique, c'est là où ça se passe. Parce que la mystique, c'est un état intérieur, c'est quelque chose que l'on ressent profondément. La mystique, c'est comment est-ce que les parents, la maman, la papa, ressentent quelque chose vis-à-vis de leurs enfants. Mais pas quelque chose qui soit banal, quelque chose qui est tel que globalement, ils vont apporter tout ce qu'il convient en termes d'éducation, de culture, de civilisation, d'éveil à l'art, de sensibilisation et autres à leur enfant. C'est-à-dire que la mystique est intimement rattachée à l'amour. Et c'est pour ça qu'il y a un lien que l'on peut faire entre la mystique et la pureté, dans ce que nous avons vu dans notre rencontre précédente. Donc ce n'est pas un simple désir, ni une simple intention de bien faire, et ça se relie à la discipline. C'est pour ça qu'on dit bonne volonté. Parce qu'elle a impliqué de nous la discipline. Il n'y a pas de chemin sans discipline. Quel qu'il soit, même dans l'ordre, quel ordre plus terre à terre. Tu veux apprendre à jouer de la musique, il va y avoir une discipline. Tu veux apprendre à danser, il va y avoir une discipline. Tu veux apprendre à faire la cuisine, il va y avoir une discipline. Tu veux apprendre quoi que ce soit, il va y avoir une discipline. Si vous voulez suivre le cours de philosophie d'Orient et d'Occident que nous proposons Nouvelle Acropole, il va y avoir une discipline, parce que c'est un certain nombre de cours. On a essayé de faire le moins possible, mais il y a un certain nombre de cours, il faut avoir la discipline d'y assister. Ou de se rattraper. Sinon, il y a des trous. S'il y a des trous, après, comment est-ce que tu vas avoir une vision globale s'il y a des trous? C'est un peu comme avoir un vélo, où on a des roues, mais il manque 45% des rayons dans la roue arrière, et puis 70% dans la roue avant. Il va y avoir un problème. Les roues vont devenir carrées. Ça va être dur pour faire du vélo. Vous comprenez? On s'est rattaché directement à la discipline. Et dans le sens qui est le sens réel de la mystique, du haut vers le bas. De façon à ce que du bas, on puisse monter vers le haut. Ça, c'est le mouvement mystique. La liberté face à notre destin. C'est bien, c'est joli. Il n'y a pas de pause, je vais vous faire la petite vidéo après, et puis ça sera fini. Ne vous inquiétez pas, résistez, c'est bientôt fini. J'ai encore dépassé mon temps. J'arrive jamais. Donc là, le mouvement. C'est ce que Platon nous a très bien expliqué. Vous vous rappelez dans les mythes de la caverne? Le mythe de la caverne, il faut qu'il y en ait un qui soit là, qui sorte ici, pour expliquer ici qu'il faut faire ça. Et avec ça, on a le mythe de la caverne de Platon. Il y en a un qui a réussi à comprendre la chose, et qui redescend pour dire, écoutez, j'ai compris quelque chose, voilà, je vous explique, et voilà comment est-ce qu'il faut faire.
très dangereux. Parce que comme Platon l'enseigne, c'est très très dangereux de le faire. Tu peux en perdre la vie. Donc il faut camoufler. Pas camoufler pour cacher, ça qui est difficile, mais camoufler pour révéler. Le problème, ça c'est le symbolisme. Parce qu'il y a des choses que l'on cache pour cacher, et ça c'est la cachotterie, le secret, le pseudo-mystère qui n'en est pas un. C'est un détournement. Autre chose, c'est de cacher, mais pour se révéler. C'est-à-dire cacher pour faire voir. Cacher pour que puisse se révéler ce qu'il convient de faire et qui est encore inaccessible à l'autre, de manière à ce que peut-être il puisse réussir à saisir que c'est ça qu'il faut faire. Pas mal, hein, comme équation. Hein? Ça, le symbolisme qui apparaît dans notre société et histoire humaine. C'est quand même étrange que toute l'histoire humaine, tant d'Orient, d'Occident, Nord, Sud, Centre, toutes ces civilisations qui nous ont laissé des témoignages spirituels ont comme langage le symbolisme. Ont utilisé comme langage le symbolisme, ce qui fait donc partie de la pédagogie. On ne peut pas réduire là non plus le symbolisme à une pathologie de la raison. Parce que si ces gens étaient malades, comment est-ce qu'ils ont fait pour bâtir les pyramides, les temples, faire des civilisations? Vous voyez que c'est facile de faire 3000 ans de civilisation égyptienne avec des malades mentaux. Des gens qui ont des problèmes de libido. Tu sais, les gens qui ont des problèmes de libido, généralement, leur vie, c'est assez simple comme préoccupation et comme outil qu'ils utilisent et comme action qu'ils mènent. Leur politique d'action est quand même assez facile, non? Dangereuse aussi. Hein? Enfin, bref. Il y a des incohérences, non? Et le fameux esprit critique, à mon avis, c'est l'esprit critique aujourd'hui, il faut le hisser à la dimension de Dieu ineffable. Parce que c'est la seule chose dont on parle et qu'on n'arrive jamais à voir. Il y a une assimilation radicale entre esprit critique et personne. Sa personne qui est responsable de tout, qui est là quand on ne l'attend pas et qui n'est pas là quand on l'attend. Quand on essaie de l'attraper, il n'est pas là, etc. Non, c'est toujours la faute de personne. Non. Donc ça veut dire c'est la bonne volonté du haut vers le bas, parce qu'il faut que ça soit une question d'être quelque part qui se manifeste. On doit tous être ou devenir philosophes. Amoureux de la sagesse. Amoureux de ce meilleur nous-mêmes que l'on peut devenir et qui est là, qui nous parle d'une manière ou d'une autre. Parfois sans qu'on s'en rende compte. Là, c'est là la relation maître-disciple. Elle naît là, la relation maître-disciple. Hein? Il faut que cet être que l'on perçoit d'une manière ou d'une autre puisse se manifester dans les 4 dimensions, dans les 4 outils, puisqu'encore une fois, c'est global ce que nous allons. Ça, c'est la mystique. Pas simple, la mystique. La mystique, c'est vivre authentiquement, avec son être profond, ou avec ce que l'on peut percevoir de son être profond. Parce qu'on ne perçoit pas beaucoup de son être profond. L'authenticité ou la mystique qui serait comprise comme tu suis tes désirs n'est pas mystique. Tu suis tes désirs, tu suis tes impulsions. Tout. Il y en a des bonnes, pas mauvaises. Je ne suis pas en train de dire que les impulsions sont mauvaises. L'amour de la sagesse est une impulsion. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi réussir à canaliser peut-être cette puissance de l'impulsion, cette puissance du désir qui est très motrice dans notre vie, et de la canaliser vers quelque chose qui nous sert, du point de vue de l'être. Du point de vue de l'être. La volonté se manifeste donc, cette bonne volonté se manifeste au travers de notre outil. Il faut qu'on canalise ce que nous sommes, notre vie, pour ça c'est un mode de vie, pour notre propre réalisation, qui n'est pas sociale, pas politique, pas religieuse, notre réalisation en tant qu'être. Et ça passe par la discipline. Il y a une discipline mentale, il y a une discipline sentimentale, il y a une discipline énergétique, vitale, et il y a une discipline physique. C'est tout ce que ça veut dire. Et le terme discipline, une fois que j'arrive à le comprendre, qu'il n'y a pas de chemin sans discipline, ben je deviens disciple. Puisque qu'est-ce qu'un disciple? Une conscience qui est capable de suivre une discipline. C'est tout. Les choses sont beaucoup plus simples que ce que l'on pense. Parce qu'il faut que cette bonne volonté se traduise en œuvre bonne. Il faut que la bonne volonté se traduise en action bonne. Vous comprenez? Il faut donc être efficace. C'est ça l'efficacité. L'efficacité, c'est quand cette vision que j'ai de l'humanisme, cette vision que j'ai donc de moi-même meilleur comme être humain,
mais a une réalité tangible, efficace, réelle, dans les 4 plans qui constituent notre expérience humaine. Le plan physique, le plan énergétique, le plan sentimental et le plan rationnel. Alors donc, pour vous donner une grille, parce que vous vous rappelez que dans l'introduction de ce cycle, ce que je suis en train de parler, c'est de la philosophie acropolitaine, c'est-à-dire de la philosophie, de notre école de philosophie à la manière classique, aussi bien à Montréal que dans les 65 pays dans le monde où nous sommes installés. Donc ce que je vais vous donner maintenant, c'est comment se traduit cette bonne volonté dans l'efficacité. Alors, je vais le faire d'une façon simple, je ne vais pas le développer, on n'est pas en train de faire des développements là. C'est simplement faire sentir quelque chose et découvrir aussi peut-être un peu quelle est la philosophie qui nous intéresse et qu'on développe. Peut-être quand même une nécessité de marquer ici que le sommet de ce triangle, c'est la volonté. Que celui-ci, c'est l'intuition. Et que ici, c'est l'intelligence. Volonté, intuition, intelligence apparaissent comme des attributs de l'esprit. Parce qu'on ne peut pas attribuer ça à rien d'autre. Mais donc, la digestion est attribuable à un organe, et même plusieurs, un système organique. On peut très bien attribuer la digestion, ou le fait de digérer, donc la digestion dans le sens, c'est bon, parce que même allégoriquement, on dit, oh là là, cette expérience, j'ai du mal à la digérer. Ou cette idée-là, son explication, j'ai du mal à la digérer. C'est-à-dire que quand je la digère, j'ai une lumière intellectuelle, mentale. Digestion, c'est pas simplement qu'organique. Moi, je parle de la digestion du point de vue organique, on peut très bien l'associer. Mais l'intuition, à quel organe on l'associe ? On peut attribuer l'intuition à quel organe ? Et l'intelligence, à quel organe est-ce qu'on peut attribuer l'intelligence ? Et la volonté, pareil. On ne peut pas l'attribuer à aucun organe, à rien de la personnalité. On ne peut l'attribuer qu'à la puissance spirituelle, à l'être spirituel, à cette dimension qui fait ce que nous sommes. Nous ne sommes pas un corps physique, nous ne sommes pas un corps énergétique, nous ne sommes pas un corps émotionnel, nous ne sommes pas un intellect. On n'est surtout pas un coefficient intellectuel. Tu as vu qu'ils veulent nous réduire dans l'image d'un coefficient intellectuel. Non mais oh. Ce sont des attributs de l'esprit, ce sont des attributs de la conscience. Parce que conscience et esprit sont très intimement reliés. Très intimement reliés. Et comme on a déjà dit et répété, il n'y a aucun organe de la conscience. L'intelligence, l'intuition et la volonté, ce sont des attributs de la conscience. Par exemple, on parle ça d'esprit. L'esprit, ce n'est pas quelque chose qui est vaporeux. Là. L'esprit n'équivaut pas à l'évaporation de l'eau. Parce que cette évaporation reste quand même de la matière, c'est de l'air, c'est une vapeur d'eau. On n'est pas en train de parler de ça, on ne parle pas des spiritueux. Sinon, là, on a un temple très important, qui est la SA Nania. On trouve partout, il y a des succursales, il y a même des classiques. Ça, c'est vraiment, là, c'est le temple, des sites de ligne, et qu'avec une constance. Et avec des sacrifices, un sens de sacrifice. Et combien ça coûte une bonne bouteille de vin ? Alors combien ils en boivent par semaine ? Par mois ? Quand on calcule le nombre de bouteilles de vin par mois, la cotisation qu'on paye à l'école de philosophie et la manière classique est ridicule. Ça c'est donné. Non, pas rire. Bien. Donc ici, l'ordre. Ensuite, le rythme. Non, excusez-moi. C'est à l'envers. L'ordre. Le rythme. Responsabilité. Et affirmation. Affirmation de soi.
Donc sommairement, l'efficacité dans le plan Terre, c'est l'ordre. La mise en ordre implique l'énergie. C'est très clair de voir qu'il y a bien souvent de nos jours que la moitié de ce qui se passe. Surtout, hélas, chez les plus jeunes, parce qu'on a un problème peut-être d'éducation, où j'enlève la chemise, pac, elle est mise là par terre en ordre. J'enlève la chaussure, clac, elle est partie là-bas dans le coin. L'autre, clac, elle est là-bas. La chaussette ici, les bobettes par là. Et là, il y a des gros chantiers qui existent, et puis les parents ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce chantier-là? Non, quel chantier? Tout est en ordre. Tout est en ordre, c'est mon ordre. Donc ça, c'est la moitié de l'ordre. Parce que c'est sûr que pour se doucher, il vaut mieux se déshabiller. Non? Mais après, il faut aussi s'habiller. Alors après, quand tu cherches des choses, disons, mettre de l'ordre, ce n'est pas empiler. Déjà, c'est bien quand on empile, qu'on met tout en ordre, tout est empilé. Tout est rangé dans des petites cases, mais personne ne sait pour autant où ça se trouve. Parce que c'est un ordre qui est non vital. L'ordre dont on parle, c'est un ordre vital. La vitalité lui est donnée par le plan qui est au-dessus, qui est le plan énergétique. Donc ça veut dire que l'obstacle, c'est croire qu'on met tout dans des petites cases et que ça peut être hyper rangé, apparemment, mais mort. Parce que l'ordre dont on parle est un ordre vital qui élimine tout ce qui est inutile et qui range les choses en conformité à leur fonction et à leur utilité pour l'être. Pour l'être. C'est-à-dire pour son développement. C'est une vertu. C'est-à-dire c'est conserver, entretenir, vitaliser, mettre à sa place tout ce qui peut répondre au service de la quête de l'être, personnellement, pour soi. Donc c'est sûr, vous voyez que ce n'est pas une politique du bien matériel. Parce qu'on accumule des biens matériels, et quand tu regardes le fameux autre dont on a parlé tout à l'heure, devient le changement que tu veux voir dans le monde, et quand on regarde ses possessions, lui, son patrimoine, son actif, se réduisait à quoi? À 2 ou 3 toniques. Et c'est tout. Et un petit machin là pour coudre ou pour tisser. Les biens matériels, pas contre les biens matériels, mais il faut que les biens matériels soient utiles au développement de la personne en tant qu'être. Parce que sinon, ça devient des obstacles. Ça devient des lourdeurs. Ça empêche d'avancer. Regarde que parfois, on a des propriétés, mais ça nous emprisonne complètement. Parce qu'il faut payer l'hypothèque, parce qu'il y a ceci, cela, et à la fin, on est complètement pris. On était censé avoir, par le développement des biens matériels de la liberté, et en fait, on est de plus en plus emprisonné. Et de plus en plus dépendant. Donc là, l'ordre dont il s'agit dans l'élémentaire, c'est quelque chose qui est productif, qui est efficace, qui est efficient au service de l'être. Et qui doit être tel que la vitalisation de nos choses est là, la dynamisation est là, et que bon, mais tout ce qui n'est pas utile devient superficiel, accessoire. On n'en a pas besoin. C'est sûr que par conséquent, la voie n'est pas la voie du gadget. Parce qu'il y a beaucoup de gadgets dans notre société. C'est normal, société matérialiste qui a comme sang l'argent. Donc l'obstacle, c'est le fait d'empiler et de croire que d'avoir empilé les choses, c'est bon. Après, c'est plein de poussière. C'est bien rangé, plein de poussière. C'est comme avoir une belle bibliothèque avec des livres essentiels, mais de jamais les lire. Mais qu'est-ce que j'ai comme bibliothèque? Je mets ça sur Facebook, moi et ma bibliothèque. Le deuxième, c'est rythme, qui correspond à l'eau, qui correspond à l'énergie. Ça correspond au corps, à la corporéité. Il faut donner corps à nos idéaux. Ça, c'est l'élémentaire. Il faut aller dans la corporéité. Il faut que nos rêves deviennent une réalité. Nos rêves profonds. Nos rêves qui sont des songes. Ces songes qui appartiennent à l'essence. Non ? Il faut que ça prenne corps. Le monde nouveau et meilleur doit prendre corps. Sinon, ça reste quelque chose qui est complètement inutile. Et ça doit prendre corps où ?
en nous. C'est donc très mystique. Ça veut dire qu'il faut qu'on offre notre cœur à cet idéal. Il faut que notre cœur puisse vibrer à cet idéal. Ça, c'est mystique. Il ne faut pas simplement que notre intellect vibre ou résonne à cet idéal. L'idéal humaniste, on doit l'incorporer dans notre sang. On doit l'incorporer dans notre âme. Il faut vivre avec. Il faut vivre en lui. Et que lui vive en nous. Ça, c'est mystique. Avec ça, c'est une force de transformation qui peut-être prendra le temps, mais qui arrivera à un monde nouveau et meilleur. Parce qu'un monde nouveau et meilleur, il faut que ce soit les êtres humains qui le bâtissent. Pas comme une doctrine religieuse ou une idéologie politique, mais comme une mystique. C'est-à-dire comme une bonne volonté et une efficacité. Le rythme, c'est pour la continuité. La continuité. Mais pas une continuité linéaire, une continuité qui respire. Le bon exemple que nous avons, c'est le cœur, c'est la respiration et c'est la vibration nerveuse. C'est une triple respiration. Et c'est la seule possibilité de continuer. Ce qui fait obstacle à ça, c'est l'énergie mécanique. Alors on tombe dans la routine. Alors on pense que j'ai du rythme. Non, je suis en train de répéter quelque chose qui est paradoxalement une énergie qui use. C'est ça le sens de la routine, dans l'appréciation la plus commune. La peur de la routine. Une discipline aussi, ça peut apparaître comme une routine. Sauf que la discipline est le corps de quelque chose d'autre. C'est le corps qui permet à quelque chose d'autre de se manifester. Ça n'a rien à voir avec une routine qui est tout simplement un automatisme. L'automatisme ne permet pas la transformation. Le changement, oui, je change de vêtements, je change de je ne sais pas quoi, mais pas la transformation. Il faut rythme. Rythme. Ce qui va donner le rythme, c'est là encore quelque chose qui vient d'en haut. Ce qui va donner le rythme, c'est le sentiment que tu as des choses. C'est la valorisation que tu vas donner. Autrement dit, l'action est aussi repos. Se reposer fait partie de l'action. Ça fait partie de la inspire, expire. C'est pas linéaire. C'est pas l'excellence qui consiste à y aller. On commence à être fatigué haute, mais ça ne fait rien. On se dope, on continue. Ça, l'excellence, c'est toujours pour que ça corresponde à l'image. Et de moins en moins, ça correspond vraiment à l'image. Donc il faut de plus en plus se camoufler, faire semblant. Ça use. Hein? Et ça donne un pseudo-rythme qui use, pas de ressourcement. Pas de ressourcement énergétique. Vous savez, l'énergie se stocke, la vitalité se stocke dans une batterie. Et là, la batterie, elle est pour l'être humain le sentiment. C'est le sentiment qui est l'accumulateur de l'énergie. On le sait très bien, hein, des fois on est en colère et quelle énergie se développe. La personne a pris une colère, mais c'est fou, là, elle est en train de soulever un truc qu'elle est incapable de soulever normalement, là, de le jeter au travers de la pièce, de casser la figure à tout le monde et autres, et après elle est lessivée, par terre. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, c'était pas moi, j'étais pas là, etc. Hein. Troisième, c'est la responsabilité liée à la psyché. Ah, vous voyez, là ça devient plus évident que la responsabilité ici, la responsabilité liée à la psyché, a sa source dans le mental. Parce qu'on ne peut pas être responsable sans mental. On ne peut pas être responsable sans savoir de quoi il s'agit. Je ne peux pas être responsable par affect. Non. Il faut que tu valorises, c'est sûr. Il faut que tu en aies le désir, c'est sûr. L'intention, le désir, mais la puissance aussi mentale de le faire, avec discernement. Parce que sinon, tu vas te lancer dans une action mystique qui va être contraire. Les résultats vont être contraires. Il faut aussi une lucidité, un discernement, responsabilité. La responsabilité, c'est la capacité de répondre aux besoins quand ils se manifestent au service du beau, du bien et du juste. Voilà ce qu'est la responsabilité. C'est qu'est-ce qu'on attend de moi, hein? Et qu'est-ce que je vais faire de moi? Qu'est-ce que je vais faire de ma personnalité? Je vais la mettre au service de quoi? Au service de qui? Nous tous, nous avons une personnalité et elle est
au service de quelque chose, au service de quelqu'un. Le quelqu'un pourrait être multiple, hein. Ça peut être... La plupart des gens dans la société sont au service de ceux qui nous gouvernent, hein. Et des lois qui sont fixées et des indications que l'on nous donne par la publicité, par tous ces moyens-là. C'est pour ça qu'il y a une libération qui est à faire, une conversion qui est à faire. Alors la responsabilité, c'est le sentiment du devoir. Sentiment du devoir. Il ne peut pas y avoir responsabilité s'il n'y a pas sentiment du devoir. Je dois le faire. C'est quelque chose que je dois faire. Je dois faire pour moi, que je dois faire pour les autres, que je dois faire pour la vie, que je dois faire pour ma vie, que je dois faire pour mon histoire, mais encore une fois, au service du beau, du bien et du juste. Obstacle, l'image. Le branding, l'image de soi. Alors, maintenant, il y a un truc qui devient très contemporain et actuel, quand se prend soi-même en photo. Hein, pour les nécessités imposées par Facebook et compagnie. Se prend en photo, il s'appelle comment? Des selfish. Selfish. C'est l'image. Aujourd'hui, ce qui est manifeste, c'est l'image. Il faut que les gens soient obsédés par leur image. Parce que quand on est obsédé par l'image, on voit le monde au travers de cette obsession. On traduit ce qui se passe dans le monde au travers de cette obsession-là. Autrement dit, ça veut dire qu'on ne voit pas ce qui se passe. Et comme on ne voit pas ce qui se passe, c'est très bon pour être dans la caverne et rester dans la caverne. Il faut avoir une transparence pour apprendre à voir les choses comme elles sont. Parce que l'ordre, qui est de mettre les choses à leur place, implique qu'il faut qu'on voit les choses comme elles sont, dans leur fonctionnalité aussi. C'est-à-dire quelles fonctions elles remplissent. Donc l'image, et particulièrement l'orgueil, parce que c'est sûr qu'il y a quand même une nécessité d'avoir une certaine image. Hein. Mais l'orgueil. Et enfin, finalement, l'affirmation, qui est affirmation de soi. Mais cette affirmation de soi, le soi dont on parle, c'est celui qui est là. C'est celui qui correspond à la volonté, à l'intelligence, à l'intuition, ou à ce qui peut se manifester en nous. Ce n'est pas l'affirmation du moi, mais l'affirmation du soi. C'est sûr que s'il y a une démarche qui est intéressante dans ce sens-là, on va petit à petit apprendre à se connaître, à savoir qui nous sommes réellement. Et c'est cette connaissance de soi qui donne une affirmation de soi, c'est-à-dire une indépendance. Elle n'est pas totale, elle est relative, mais progressivement. Parce que finalement, quelle est la destinée de la voie maître-disciple? Pour chaque disciple, de devenir maître. C'est-à-dire de continuer à être disciple. Mais à un autre étage. Vous comprenez? Donc c'est l'affirmation de soi qui n'est pas agressivité. C'est de dire, je sais, je peux faire bien. Je sais, je peux faire bien, et je vais le faire. C'est assumer sa responsabilité d'être humain. Nous sommes tous responsables, ou devrions l'être, dans cette vie. On n'est pas venu en ce monde uniquement pour se faire plaisir. De temps en temps, oui, pour ça qu'on parlait des spiritueux. On n'est pas venu dans ce monde uniquement pour se faire plaisir. C'est-à-dire, par hasard, je suis là, je suis là, donc je jouis. C'est pas je pense donc je suis, c'est je jouis donc je suis. Hein, en gros, c'est ça l'histoire. Et après, le temps passe, et puis la nature fait ce qu'elle a à faire, on arrive, pouf, on meurt. Une vie qui va être servir pour qui? Elle va servir à la monade, elle va servir à cette essence spirituelle de la conscience. Non, la pauvre, elle pleure. Une vie de perdue. Il va revenir. Parce que c'est une action concrète, n'est-ce pas? Obstacle, la vanité. Moi, je sais faire. Toi, tu connais rien. Moi, je sais faire. Moi, je sais, je peux, et puis attention, en plus, ce que je fais là, c'est bien. La vanité. La vanité, l'orgueil, l'arrogance. Hein? Vanité, orgueil, arrogance.
ça va être difficile aux pauvres êtres spirituels de trouver un interlocuteur. C'est-à-dire, on ne sera pas notre propre interlocuteur de ce que nous sommes intérieurement. Bien, je vais vous présenter maintenant la petite vidéo. On va éteindre les lumières. C'est court, hein, ça dure même pas 1 minute, je crois. C'est pour vous présenter, rappelez-vous, le temple des vertus. Et là, je vais rajouter une petite introduction, qui est une phrase de Victor Hugo, qu'on ne nous a pas fait parvenir aujourd'hui. Je trouvais intéressant. Et puis une phrase aussi de notre fondateur, le professeur Jorge Angel Libraga. Et on la mettra à la fin. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien, c'est simplement des images. Donc tu peux y aller. On va commencer par la phrase. La grande erreur de notre temps, cela a été de pencher, je dis même de courber, l'esprit des hommes vers la recherche du bien matériel. Il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste et le vrai, le désintéressé et le grand. C'est là, et seulement là, que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même et par conséquent pour la société. Temple des vertus. Les temples, il y en a, c'est le Parthénon. C'est l'idée de construire son propre temple intérieur. Et là, c'est juste un extrait de qu'est-ce que ça veut dire avec l'ensemble des vertus. On va prendre, ça c'est l'ensemble du temple. Donc on le fait tourner pour arriver jusqu'aux 4 vertus fondamentales, support moral de tout le reste, générosité, pureté, mystique et identité. On a rencontré déjà la générosité, la pureté, aujourd'hui la mystique. Nous restera d'ici quelques jours l'identité. Tout ça devant s'intégrer dans la conscience comme une unité, cependant étagée, puisque l'identité se rapporte à l'être lui-même. Vous voyez la figure, c'est celle d'un pilier djed, qui est un symbole égyptien, et c'est pour ça que je vais vous faire voir une diapositive où on voit le pharaon qui est en train de redresser 1, 2, 3, 4, ce même pilier, puisqu'il faut le redresser en l'humain et dans la société. Il faut changer les fondements de l'art et faire revenir l'homme au concept du beau, du bon et du juste, comme disait Platon. Nous devons revenir à nous-mêmes, à notre propre nature. Nous devons à nouveau être unis, se sentir amis à nouveau. C'est faire ressurgir en nous tout ce qu'il y a de sacré et de simple, comme l'amitié chère à Platon. Cette amitié n'est pas une simple union de goût, mais un véritable amour entre les hommes. Professeur Jorge Angel Libraga, qui est le fondateur de Nouvelle Acropole. Voilà, avec ça, j'ai dépassé largement le temps que j'avais prévu, simplement 40 minutes. 40 minutes sur 120, ça fait quand même un bon 30%, un 33%. J'étais pas du tout efficace. Merci et à la semaine. À bientôt pour la suite. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, visitez notre site internet à montréal.acropole.ca. Nouvelle Acropole est un organisme à but non lucratif. Vous pouvez faire un don ponctuel via notre page PayPal à montréal.acropole.ca/PayPal.